La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans l'univers sonore des interviews d'Eric Cooper, ce podcast qui vous permet de découvrir virtuellement des personnes passionnantes et passionnées. L'avenir n'est pas ce qui va nous arriver, mais ce que nous allons faire, citation d'Henri Bergson, qui est un philosophe français. Qui est aujourd'hui l'acteur du podcast ? Eh bien, c'est un acteur qui va vous expliquer pourquoi l'année 1981 a totalement bouleversé sa vie. Et la personne que vous allez découvrir, eh bien, c'est moi. Parce que j'ai eu envie aujourd'hui de vous raconter pourquoi cette année a vraiment bouleversé ma vie. Pas seulement parce que j'ai fait mon service militaire cette année-là, mais j'ai eu envie de vous expliquer comment je suis tombé le 3 novembre 1981 au numéro 35 de l'avenue du Corps de Chasse à Watermal-Boisfort. Alors Watermal-Boisfort, c'est l'une des 19 communes de l'agglomération bruxelloise, donc de la capitale belge. Alors vous allez vous dire, mais tout le monde sait qu'il y a 19 communes en Belgique. Non, il y a des gens qui nous écoutent, disons, d'en dehors des frontières, qui ne le savent peut-être pas. Une petite question, vous savez, vous, combien il y a de provinces au Canada ? Si vous le savez, n'hésitez pas à vous m'envoyer un petit mot. Alors, pourquoi cette année 1981 a été importante ? Moi, je vous propose peut-être d'abord qu'on fasse un résumé sur cette année 1981. Alors, qui était Premier ministre belge en 81 ? C'est Mark Eyskens. Je l'ai d'ailleurs interviewé il y a 2 ans pour ces interviews d'Eric Cooper, donc n'hésitez pas peut-être à aller réécouter l'interview. Ronald Reagan était le président des États-Unis. Leonid Brejnev, lui, dirigeait l'Union soviétique. Ça s'appelait encore Union soviétique à l'époque. François Mitterrand était président de l'Hexagone et Jean-Paul II trônait au Vatican. La même année, Charles et Lady Di se sont mariés. Simon et Garfunkel étaient en concert à Central Park. L'album du concert sortira en 82. En 1981, on voyait naître Indiana Jones, Bananarama, MTV, Indochine, Tears for Fears. Ils sont nés en 81. Nathalie Portman, Djibril Cissé, Beyoncé, Britney Spears, Serena Williams, Roger Federer, Mélanie Thierry. Ils nous ont quittés en 81. Bill Haley, Georges Brassens et Bob Marley. Si vous alliez au cinéma avec votre copain ou votre copine, vous pouviez voir Les Aventuriers de l'Arche perdue de Steven Spielberg, La soupe aux choux avec Louis de Funès, La guerre du feu de Jean-Jacques Hano, Le maître d'école avec Coluche ou Elephant Man avec David Lynch. Du côté de la radio, qu'est-ce qu'on entendait comme musique ? Eh bien, il y avait Vertige de l'amour de Bachung, Eddie Mitchell, Couleur Mentalo, Stevie Wonder, Master Blaster, Richard Sanderson, Reality, Michael Jackson, One Day in Your Life, Police avec Everything, Every Little Thing, She Does It's Magic. Le chanteur de Police, Sting d'ailleurs, a été livreur de lait et instituteur. Est-ce que vous le saviez ? Il vient de Wallsend, dans la région de Newcastle, qui est une ville qui a été importante pour moi. J'ai croisé il y a déjà quelques années, mais l'histoire est finie. Une demoiselle qui venait de cette région-là. Il y avait Genesis avec Abacab. Et dans votre collection de 33 tours, on pouvait trouver par exemple l'album Stray Cats des Stray Cats, le retour de Gérard Lambert de Renaud, Abacap de Genesis, Non-Stop Erotic Cabaret de Softstel, Les Coups de soleil de Jacques Hustin, Démodé de Jean-Jacques Goldman, I Love Rock'n'Roll de Joan Jett, Duran Duran, leur album éponyme, Mythomane d'Étienne Dao, Carte postale de Cabrel, l'album October de U2, Un coup de rouge, un coup de blues de Pierre Rapsat, Pourvu que ça roule de Philippe Lafontaine ou La petite gaïole de Julos Bocarn. Lequel de ces albums vous possédiez ? Donc voilà, vous savez un petit peu ce que c'est cette année 1981. Pourquoi j'ai eu envie de vous parler ? Parce que simplement, c'est l'année où j'ai commencé à faire de la radio. Alors, ça s'est passé d'une façon un petit peu extraordinaire parce que je n'ai pas été frappé à la porte d'une radio pour dire « Coucou, me voici, je voudrais faire de la radio ». En fait, il faut qu'on revienne un petit peu en arrière, fin des années 70, fin des années 70. Nous sommes à l'Institut Saint-Adrien d'Ixelles, qui est l'une des autres communes de la capitale belge, donc Bruxelles. Nous sommes au cours de français de monsieur Marc Bourgois et
dans ce cours de français, il faut savoir que M. Bourgois aimait bien amener un appareil. C'était une sorte de radio sur laquelle il enregistrait des sons. Et un jour, il amène ce poste, il le fait fonctionner, et un des sons qui diffuse a provoqué en moi une sorte de... Allez, comme quand on est frappé par la foudre. Et je me suis dit, je vais faire de la radio. Je ne sais pas pourquoi, parce que dans le fond, il n'y avait personne dans ma famille qui était journaliste. Personne qui travaillait en radio. Alors, je savais ce que c'était une platine, je savais ce que c'était une cassette, je savais ce que c'était un lecteur de cassette portable. Mais pourquoi est-ce que j'ai eu cette envie de faire de la radio à ce moment-là ? Je ne m'en rappelle plus, je ne pourrais même pas l'expliquer, c'est quelque chose de totalement inexplicable. C'était un choc, franchement. Alors c'est important de signaler aussi que les profs de français ont joué un rôle dans ma vie, puisque c'est un autre prof de français, M. Navez, lorsque j'étais à Don Bosco, qui nous a amené voir un film, Jonathan Livingstone Seagull, qui... Aussi, ce film m'a vraiment influencé dans ma façon d'être et dans ma façon de faire. Donc nous sommes... dans ce cours de français à l'Institut Saint-Adrien, je viens de recevoir cet éclair en moi et je me dis, il faut que je fasse de la radio. Alors au départ, je voulais créer une radio. Il faut savoir que je ne travaillais pas dans une radio à l'époque et je voulais créer une radio qui se serait appelée Belgique Radio. Je voulais mettre un émetteur de 1000 watts. J'avais... eu quelques informations qu'avec un émetteur de 1000 watts, je pouvais couvrir tout le royaume, ce qui est relativement vrai, parce que si vous vous renseignez un petit peu, à l'époque, donc fin des années 70, fin des années 70, il n'y avait pas énormément de radios en Belgique, donc un endroit comme par exemple les Trois Tilleuls, vous savez qu'il y a un immeuble là, vous voyez un petit peu, si vous connaissez le coin, il y a un grand immeuble et j'aurais installé une antenne là avec l'émetteur, c'était ce que je voulais faire, j'aurais pu couvrir sûrement toute la capitale, mais j'aurais pu couvrir une grande partie de la Belgique et donc c'était ce que je voulais faire. Il faut vous imaginer aussi que je n'avais jamais fait de radio. Et donc, je me rappelle que dans les projets que j'avais, je voulais terminer les émissions à minuit avec la chanson de Jacques Brel, Ne me quitte pas. Ce qui n'est pas idiot, dans le fond, de terminer une émission avec Ne me quitte pas. Ça veut dire à l'auditeur qu'il faut revenir le lendemain pour continuer à nous écouter. Donc, ce qu'il me fallait, c'est un émetteur de 1000 watts. Je me suis rendu, parce qu'il fallait quand même que je fasse une sorte de... que je sache le budget que j'allais avoir besoin, et je me suis rendu dans un magasin Telefunken, qui se trouvait toujours à Ixelles d'ailleurs, entre l'avenue Louise et les étangs d'Ixelles. Et pour ceux qui me connaissent aujourd'hui, il faut savoir que quand j'avais 16 ou 17 ans, j'étais un petit peu différent. D'abord, j'avais les cheveux longs, j'avais une sorte de veste-chemise verte, des jeans, des baskets. J'étais très écolo dans mon style d'habillement. Et donc, je me rends dans ce magasin Telefunken où je suis reçu par un vendeur, costard, cravate. Je dis « Bonjour monsieur, j'ai toujours été quelqu'un de très poli. Je pourrais avoir le prix d'un émetteur de 1000 watts, s'il vous plaît. » Alors, le vendeur m'a regardé... et il m'a en fait posé 2 questions. Il m'a dit est-ce que vous avez des appuis politiques, monsieur ? J'ai répondu non. Il m'a dit est-ce que vous avez des appuis financiers, monsieur ? J'ai dû encore là dire non. Il m'a dit écoutez, revenez quand vous aurez ces 2 choses. Et quand je suis sorti donc de ce magasin Telefunken, je me suis dit dans le fond, j'essaye peut-être de courir avant de savoir marcher. Ce serait peut-être bien que j'apprenne un petit peu le fonctionnement, que je sache comment ce machin, ça fonctionne, une radio. Et comme le hasard fait bien les choses, mais je ne crois pas au hasard, quelque temps après, j'ai vu une annonce dans le journal Vlan. Alors le journal Vlan, c'est un journal toute boîte qui était distribué chaque semaine, dans lequel il y a des articles et des petites annonces. Et il y avait une annonce qui avait attiré mon regard. Radio locale, recherche animateur, écrire boîte postale 58 11 70 Bruxelles. C'est Watermal-Boisfort. Le code postal. C'était la radio locale de Watermal-Boisfort, de la commune, donc Radio Aurore, qui recherchait des animateurs. Je me dis, allez, on va tenter notre chance. Je leur ai donc écrit un petit mot, en leur précisant le genre d'émission que je voulais faire. Et j'ai reçu une invitation par téléphone à venir à une réunion dans un café qui se trouvait rue de l'Élan, le café Le Dry. C'était l'arrière-salle de ce café. Et c'était le jeudi. Donc je me rends dans cette réunion. Alors qui était là ? Il y avait Maurice Herman qui lui est le fondateur de la radio. Il y avait Philippe également. Il y avait Bruno
Bruno le Bruxellois bondissant. Je ne me rappelle plus s'il y avait Étienne. Il y avait aussi, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Mais je pense que c'était tout. Alors du côté de ceux qui venaient se présenter, il y avait une dame qui devait avoir entre 25 et 30 ans. Il y avait un monsieur barbu qui était québécois, ou du moins qui parlait avec un accent québécois, je suppose qu'il devait l'être. Et puis il y avait 2 gars qui devaient avoir mon âge, hein. Moi j'avais 18 ans. Et donc j'ai exprimé mon désir de faire une émission radio. Alors à l'époque, j'étais responsable d'une association qui s'appelait Connaissance et Protection de la Nature, une association qui faisait surtout dans l'information. On ne faisait pas énormément d'activités dehors. La seule chose que le CPN de Watermal-Boisfort a fait, c'était avec le club alpin belge. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la commune, il y a le centre culturel et les écuries de la Maison Haute. Et on a été la première activité aux écuries de la Maison Haute avec le club alpin belge. On a fait comment on appelle ça, une projection d'un film sur les Alpes. Voilà, donc le CPN et le club alpin belge, on a été la première activité, donc voilà, c'est un peu le moment de gloire. Bref, on va peut-être revenir donc au Café Le Dries. Donc moi j'explique que j'ai envie de faire une émission sur l'environnement, ils acceptent, ils trouvent que c'était une très bonne idée. Et on nous invite à venir visiter la radio. Je n'avais jamais vu de radio de ma vie. Donc vous imaginez, je me retrouve devant une table de mixage, des micros, des platines, des decks, etc. Et en 10 minutes, on nous explique un peu comment ça fonctionne. Donc il faut lever le curseur, il faut parler dans le micro. Voilà comment on faisait pour préparer une cassette, comment on faisait pour préparer un 33 tours, un 45 tours. Ok, vous avez bien compris? Eh bien, vous revenez mardi. Donc, après une formation de 12 minutes 50, je me disais, bon voilà, je vais revenir mardi, donc le 3 novembre, pour faire ma première émission. Alors, ça n'a pas d'importance comme information, mais sachez qu'entre l'Institut Saint-Adrien, donc où j'ai eu cette révélation, et la radio, il y a 850 mètres à vol d'oiseau. Alors c'est une info totalement inutile. Ah, je voudrais quand même préciser quelque chose. Vous l'aurez remarqué, je ne vais pas mentionner le nom de famille de certaines personnes, parce que je me dis que voilà, ils ont fait de la radio à l'époque, ils n'ont peut-être pas envie aujourd'hui qu'on le sache. C'est un peu comme peut-être cette personne avec qui j'ai travaillé. J'ai un jour fait la technique de son émission. L'émission s'appelait « On vient pour le jazz ». Et c'est donc grâce à cette émission que j'ai découvert le jazz. Et puis cette personne, par après, est devenue le responsable d'une fédération d'entreprises belges. Il n'a peut-être pas envie qu'on le sache. Donc c'est pour ça que je vais éviter de donner les noms de famille. Je donnerai peut-être le premier nom de famille, la première lettre du nom de famille. Comme ça, ils se reconnaîtront. Donc voilà, après 12 minutes 50 de formation, je me prépare donc pendant quelques jours à venir à cette émission. J'arrive donc le mardi, je frappe à la porte, je sonne. Je pense que c'était la maman de Maurice qui m'a ouvert, ou c'était son épouse, parce qu'en fait la maman, je pense qu'ils habitaient le même building, donc c'est l'épouse de Liliane, donc l'épouse de Maurice qui m'ouvre. La première émission, ça a été épique, parce que j'arrive à la radio, je ne me rappelais plus comment ouvrir. Vous rigolez, moi je ne me rappelle plus comment ouvrir la table de mixage. Et je dis, je ne me rappelle plus de rien. Totale panique. Heureusement, France, donc la fille de Maurice revient de l'école, et là elle me remontre un petit peu comment tout fonctionne. Donc avant de démarrer l'émission, la première émission, j'avais eu, peut-être 20 minutes de formation. Quand on compare à ce qui se passe aujourd'hui, quand des étudiants viennent dans une radio, on leur explique pendant des heures et des heures et des heures, ils travaillent en binôme avant de pouvoir être lancés sur antenne. Moi, j'avais eu 20 minutes de formation et j'allais parler devant des centaines, peut-être devant des milliers de personnes. Donc, grâce à France, je démarre l'émission avec à peu près une demi-heure de retard et j'ai eu 2 coups de fil d'une certaine Christiane. Alors, Christiane, c'était la copine d'un humoriste qui s'appelle Jempi. Christiane faisait une émission de musique classique qui s'appelait Classique en Liberté sur Radio Aurore. Elle me téléphone la première fois parce que je saturais. J'ai pas très bien compris ce que c'était. Je saturais, bon. Et la deuxième fois, parce que j'avais eu le malheur de parler sur une chanson de Jacques Brel. Ça ne se faisait pas. On parle sur un instrumental, pas sur les paroles d'une chanson de Jacques Brel. Au bout de 2 heures, l'émission se termine. J'espère qu'il n'existe pas de cassette de cette émission, parce que je ne sais pas si j'étais très bon. Première émission, comme ça. Mais peu importe, le virus était
injecté, la passion avait démarré. Lorsque je vous ai dit que je n'avais pas eu énormément de formation, vous allez vous dire, mais comment tu as fait pour apprendre après des choses ? Un petit peu en regardant mes collègues. Et il y a 2 animateurs que j'ai souvent écoutés. C'est Ronald, qui animait sur SIS Tequila Sunrise, et puis Dominique Chevalier, qui animait une émission sur Kiss FM, donc à Bruxelles. Et en les écoutant, j'ai appris pas mal de choses. J'ai aussi appris avec mes collègues, mais ces 2-là ont été un peu les premiers qui m'ont pas mal inspiré en radio. Il faut savoir que je ne les ai jamais rencontrés et que ce n'est que très récemment que j'ai vu sur Facebook à quoi ils ressemblaient. Donc ils vont me dire ils ont changé un petit peu quand même, mais voilà, on n'a jamais eu le plaisir. J'espère qu'on l'aura, peut-être qu'ils m'inviteront à aller boire un café en écoutant ce podcast. Il y a eu d'autres animateurs qui m'ont influencé par la suite. C'était Oli Wogan qui présentait, entre autres, que je n'ai jamais rencontré non plus, qui présentait souvent l'Eurovision pour la BBC, et puis Chris Tarrant qui animait sur Capital FM à Londres le Breakfast Show et qui a présenté une émission à la TV, Who Wants to be a Millionaire, donc qui veut devenir un millionnaire sur ITV, je pense. Et j'aimais bien leur façon de présenter, et moi je m'en suis vraiment inspiré. Donc j'ai vraiment beaucoup appris par le fait d'écouter les autres, par le fait de m'inspirer, de voir un peu comment les autres travaillaient. Alors, est-ce que j'ai des anecdotes en radio ? Parce que c'est vrai que vous allez vous dire, mais tu as dû vivre des trucs absolument extraordinaires. Alors, une première anecdote qui me vient à l'esprit, mais que je n'ose pas vous dire, parce qu'en fait, je n'ai pas l'impression, c'est un peu hot comme anecdote, je ne pense pas que la demoiselle qui était avec moi, qui m'accompagnait, accepterait ou aurait accepté que je raconte cette anecdote. Par contre, j'en ai une autre qui est intéressante. Il faut savoir que après la radio, donc après Aurore, j'ai fait des émissions dans d'autres radios, sur Equinox Bruxelles, rien à voir avec Equinox ici à Liège ou à Namur. Et je faisais un petit journal qui s'appelait Le Cartable Musical. En fait, je prenais des noms comme ça, soit dans les magazines, soit dans des noms dans des gens qui passaient des petites annonces et qui habitaient le coin, soit dans les radios, des gens qui avaient gagné des concours. Et j'avais un listing de personnes assez conséquent. Et j'ai imprimé un petit magazine en format papier, vous savez, A4 plié en 2, que je distribuais, dans lequel je faisais des articles sur les associations, des articles sur mes émissions. J'en faisais un tous les 3 mois, donc c'était pas quelque chose de très régulier. Et donc je suppose que la personne qui m'a téléphoné à la maison, un certain André d'Anderlecht. Alors j'avais personne qui s'appelait André dans mon listing et personne qui venait d'Anderlecht. Et un jour je reçois un coup de téléphone de quelqu'un qui me dit, voilà, je m'appelle André, je vous ai entendu à la radio et je voudrais vous parler parce que vous m'inspirez confiance. Au départ, je me dis, c'est une blague. Eh bien non, c'était pas une blague. Le gars, il voulait vraiment s'exprimer. Et pendant 3/4 d'heure, on a parlé de tout et de rien. Il m'a parlé de ses problèmes. J'ai essayé de l'aider comme je pouvais. Au bout des 3/4 d'heure, j'ai dit, ça va ? Il m'a dit, oui, ça m'a fait vraiment du bien de vous parler. Il ne m'a jamais retéléphoné. Je n'ai jamais su qui c'était. Donc voilà, donc si vous êtes sur André d'Anderlecht et que j'ai pu vous faire de bien, eh bien je suis très content. J'ai aussi eu un Jackie, j'ai eu un certain moment, je faisais des annonces pour les personnes qui cherchaient des correspondants, et un certain Jackie, je ne sais pas si c'était son vrai nom, était en prison. Et il cherchait en correspondance avec une demoiselle, et c'était quelqu'un qui suivait des cours, il étudiait le jury central. Je ne sais pas non plus très bien ce qu'il est devenu, donc si vous avez envie de me donner des nouvelles de cette personne. Et j'ai une troisième anecdote aussi, qui est assez sympa. Après Radio Aurore, je suis passé à Radio Sunset, et avec Pierre J, qui aujourd'hui habite en Amérique du Sud. Il a rencontré une Sud-Américaine et il est heureux là-bas. On a correspondu quelque temps, il y a une dizaine d'années, puis il a totalement disparu. Et puis avec Marc, on avait animé l'émission de Noël, qui devait être animée normalement par Chantal et Champagne. Champagne, c'était son nom de scène, j'ai jamais connu son vrai nom. Et malheureusement, ils sont partis de la radio, donc c'est nous, de 10h du matin, de 10h du soir, jusqu'à 10h du matin, on a mis une émission dédicace. C'était la folie, hein. Les gens n'arrêtaient pas de téléphoner pour demander des 45 tours. Jusque facilement 3-4 heures du matin, on a que des gens différents qui téléphonaient. À peu près jusque 7h du matin, là c'était un peu toujours les mêmes. Et de 7 à 10, là c'était beaucoup plus calme. C'était vraiment bien amusant. Et d'ailleurs, le soir même, on est allé voir 2 des filles avec qui nous avaient fait des dédicaces. Il y avait... comment est-ce qu'elle s'appelait encore ? Il y avait une certaine Pascale et Claire, je pense, qui habitaient au Dorghem. Voilà. Là aussi, je les salue si jamais elles écoutent ce podcast. Et donc pendant la nuit de Noël, on a quelqu'un qui téléphone. Et visiblement, c'était un adulte qui nous téléphone, qui dit, voilà, je voudrais écouter Mambo.
Alors on se dit, bon, Mambo, qui connaît Mambo? Tu connais Mambo? Non, on se regarde, et on était prêt, en cas où le gars dirait des choses qui n'étaient pas très convenables, on était prêt à couper le micro. Et il voulait le chanter, en fait, Mambo. Il ne demandait pas, non, il voulait le chanter. Et puis on dit, bon, écoute, voilà, ben vas-y, chante. Mais on était prêt à couper le micro, on se dit, s'il dit des bêtises, c'était quand même un public familial. Et alors le gars, il se met à chanter Mambo, sapin, roi des forêts. Bref, et là, il y a eu un rire en studio. On s'est écroulé. C'était un moment magique, franchement, que je n'ai jamais revécu. Mais j'aimerais bien, d'ailleurs, tiens, maintenant qu'on parle de ça, j'aimerais bien refaire une émission de nuit de Noël, comme ça, dans une radio. Donc, s'il y a une radio qui a envie qu'on fasse une nuit de Noël en invitant les gens à faire des dédicaces, eh bien, je suis là. Que vous dire d'autre, si ce n'est que les émissions que je faisais, à l'époque, pas mal d'animateurs, et c'est pas du tout une critique, faisaient des émissions musicales. Moi, j'ai toujours fait des émissions avec du contenu. Par exemple, j'animais le cartable musical. Alors, le cartable musical, contrairement, il y en a certains qui croient que c'est moi. Le cartable musical, c'est une émission que j'ai repris. En fait, c'est un certain Philippe à Radio Aurore qui était lieutenant à l'armée qui a créé cette émission. Elle a été reprise par Christian. Et quand Christian l'a arrêtée, c'est moi qui l'ai reprise. Et dans cette émission, j'invitais déjà des gens. J'aimais bien interviewer des gens. J'ai toujours aimé ça d'ailleurs, faire parler les autres. Et en deuxième partie d'émission, j'avais une sorte de contact avec un magazine qui s'appelait La Vie, qui m'envoyaient leurs émissions. Eux faisaient un magazine de la vie qui était diffusé en France et ils m'avaient donné la permission. J'étais la seule radio en Belgique qui diffusait ce magazine et il y avait parfois des interviews très intéressantes. Et je me rappelle d'avoir diffusé l'interview d'Alain Souchon, de Julien Clerc, de diffuser ce genre d'interview-là. Et donc, dans ce magazine de la vie, il y avait de la musique bien sûr aussi, mais c'était beaucoup de contenu. Donc, bien avant que j'étudie le journalisme, je faisais déjà du journalisme comme ça. C'était une émission passionnante. J'avais surtout des invités dans le social, j'avais des invités dans le milieu associatif. Et c'était, moi, ça me passionnait. J'adorais faire ça. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus d'ailleurs, parce que malheureusement, j'avais fait des cassettes, mais elles ont toutes disparu. C'est un petit peu dommage. Je voudrais terminer peut-être ce podcast avec la fin de Radio Aurore. Parce que c'est vrai que Radio Aurore a terminé et je pense que j'ai été le dernier à faire une émission sur cette radio. C'est-à-dire que Maurice, donc le responsable de la radio, m'annonce un jour, écoute, voilà, aujourd'hui je vais fermer l'émetteur. Ça n'a l'air de rien, vous allez vous dire, bah, c'est juste un émetteur qu'on ferme, mais c'est un peu comme une histoire d'amour qui se termine. Parce que je venais tous les jours à la radio, après mon service militaire. Tiens, d'ailleurs, savez-vous, pendant le service militaire, je reviens sur le service militaire, j'avais croisé quelqu'un qui faisait une émission cinéma sur Station Indépendante Lessines. Et on avait fait un projet de 2 pages à peu près, un projet de radio pour les forces belges en Allemagne. C'est un projet qu'on avait remis au capitaine du régiment, on était donc au 20e d'artillerie, le capitaine Poux. On a remis le projet, on n'a jamais eu vent, on ne sait pas très bien. C'est un projet qui était basé sur la radio BFBS, donc la radio des forces britanniques, qui était aussi basée en Allemagne. On n'a jamais eu de retour de ça, on ne sait pas ce que ce projet est devenu. Il est peut-être soit à la poubelle, soit un jour on le retrouvera dans les archives de l'armée belge, qui sait. Bien, je reviens donc, je sors du coq à l'âne ici, je reviens donc à la fin de Radio Aurore. Maurice m'annonce qu'il va fermer l'émetteur. Je décide de refaire une dernière émission. C'est du pouce-disque, je fais pendant 1 heure ou 2 quelques morceaux. Je pars de la radio, je dis Maurice, écoute, on peut essayer de se revoir, on peut... Il me dit non, je vais fermer l'émetteur. Je rentre à la maison, 23h30, j'allume le poste, il y avait toujours la radio, et quand je me suis levé le matin à 8h, la radio s'est éteinte. C'est une histoire qui se finit. Vous savez, c'est comme dans les histoires d'amour. Je ne suis plus jamais retourné d'ailleurs à la radio. Après ça, j'aurais peut-être pu aller voir Maurice et lui dire, écoute, rallume l'émetteur, on s'arrangera bien. Il y avait quand même les commerçants de la place Caïm qui étaient prêts à nous accueillir. Mais Maurice ne voulait pas passer de publicité. C'était une époque, aujourd'hui, je pense qu'on a fait l'erreur. À l'époque, j'étais d'accord avec Maurice, il ne fallait pas mettre de pub, mais ça aurait peut-être pu nous sauver. J'ai changé d'avis sur la pub, mais je pense qu'à l'époque, ça aurait pu nous sauver peut-être. Radio Aurore aurait pu continuer, peut-être qu'elle existera encore aujourd'hui. Qui sait ? Dieu seul le sait, comme dirait l'autre. Et donc voilà, c'est une radio qui ferme.
j'ai été le dernier. Alors, ce que je ne sais pas, peut-être que Maurice a fait une dernière émission, mais ça, je ne sais pas, parce que s'il a fermé à minuit l'antenne, il a peut-être dit adieu aux auditeurs ou pas. Je ne sais pas s'il l'a fait. Franchement, je ne pourrais pas vous dire. Une autre chose aussi qui est importante, et ça, je ne l'ai jamais dit, vous savez que j'ai eu les flics à la maison à cause de Radio Aurore. Alors, il faut que je vous raconte. En fait, je faisais partie du dernier conseil d'administration de la radio, de Radio Aurore. Il y avait Marc. Marc, il y avait 2 Marc à la radio. Il y avait Marc et puis il y avait Petit Marc aussi, qui était technicien. Il avait 14 ans. Alors, aujourd'hui, le fils de Petit Marc est directeur d'une radio à Bruxelles. Je ne vais pas citer son nom. Il y avait aussi John qui travaillait dans une société d'assurance. Il faisait une émission avec une demoiselle qui s'appelait Calamity Jane. Leur émission s'appelait Voyage dans le temps et dans l'espace, qui aurait été chauffeuse de tram à la Stib à Bruxelles. Donc si jamais vous êtes à la Stib et que vous la connaissez, dites-lui que ça me ferait plaisir d'aller boire un café avec elle pour nous parler des souvenirs et de voir un peu ce qu'elle est devenue. Il y avait aussi Philippe, pas le même Philippe qui était à la réunion d'introduction, Philippe B, qui est devenu architecte. Et là, c'est là que tout le monde est sur Google, occupé à chercher Philippe B. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y avait moi aussi. Et donc, on a eu la police, puisqu'il y a eu un vol à la radio. Et que le lendemain, Maurice a porté plainte. Alors pourquoi est-ce qu'il a amené les flics chez nous ? Parce qu'on avait les clés. Alors ce qu'on a reproché à Maurice à l'époque, c'est qu'il donnait les clés très facilement à plein de gens. Il y avait plein de gens qui avaient les clés, qui avaient fait le double des clés de la radio. Et donc pourquoi nous accuser nous, alors que nous on essaie de sortir la radio de l'eau ? Ça a été chaud, hein. Je peux vous dire que le téléphone a sonné, a chauffé, pardon. Mes parents n'étaient pas très contents de voir débarquer les flics à 7h30 du matin. Moi non plus, parce que je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, je suis dans mon lit, on tape à la porte et on voit un policier de Bois-Thermal-Boisfort débarquer. C'est pas vraiment là. D'ailleurs, pour la petite histoire, le policier arrive dans ma chambre, il ouvre sa lampe de poche, je dis attendez, je vais ouvrir les tentures. Non, qu'il fait non. En fait, voilà, il a regardé dans ma chambre et puis il est parti. Il s'est excusé auprès de mes parents. Il m'a dit on s'excuse, etc. Voilà, et donc après je suis parti sur Sunset, j'ai fait d'autres radios, et voilà, mais c'est un souvenir. Peu de gens savent, et on ne sait toujours pas qui est responsable du vol. Certains disent que c'est une histoire d'assurance, que Maurice aurait voulu récupérer de l'argent, d'autres disent que c'est peut-être des gens qui, sentant que la radio allait se terminer, ont voulu piquer du matériel pour créer leur radio. On ne sait jamais, je pense qu'on ne saura jamais qui a volé le matériel de la radio. Voilà, c'était il y a 40 ans, ce 3 novembre. Et aujourd'hui, je fais du podcast. C'est une façon de faire de la radio, mais ça me permet de retrouver un peu le style des radios libres de l'époque. Et je pourrais vous raconter aussi comment j'ai démarré les podcasts, mais ça, je propose qu'on le réserve pour une autre émission, pas une autre interview. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, n'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez liké, si vous avez aimé ce podcast, likez-le, partagez-le, et puis mettez un commentaire, faites-moi un petit coucou. Je vous remercie, que la force soit avec vous et à très bientôt. Ça y est, c'est fini.